Bienvenue dans ce Grand Paris Culture, le magazine qui vous emmène au-delà du périphérique. Je vais vous faire découvrir des artistes qui puisent leur imagination aux quatre coins de l'Île-de-France. Et nos équipes vous emmèneront dans des lieux exceptionnels où s'épanouissent de nouvelles expressions artistiques. La ville des Lumières s'agrandit, alors découvrons ensemble la richesse culturelle de ce Grand Paris. Dans ce numéro, nous irons à la découverte du Théâtre 95 à Cergy-Pontoise, lieu de diffusion et de création. Nous avons suivi les répétitions de la nouvelle pièce de Joël Dragutin, Une maison en Normandie. Nous vous présenterons un métier d'art méconnu, la ciselure, avec Kriska. Cette jeune femme diplômée de l'école Boulle est meilleure ouvrier de France. Elle nous ouvre les portes de son atelier à Montreuil. Gros plan dans ce magazine sur le phénomène hip-hop. Les battles se développent en région Île-de-France. La preuve dans ce petit village de 3000 habitants en Seine-et-Marne où nous avons posé nos caméras. Le Grand Paris regorge de lieux de spectacle. Le Théâtre 95 à Cergy-Pontoise est à la fois un lieu de diffusion et de création. Et raison de plus de s'y intéresser, il a été entièrement rénové. Une occasion pour nous d'aller découvrir ce théâtre flambant neuf et de rencontrer son directeur. Joël Dragutin est aussi l'auteur et le metteur en scène du premier spectacle de la saison, Une maison en Normandie, à voir jusqu'au 17 novembre. Christophe Rigaud a suivi cet homme orchestre pendant ses dernières répétitions. Sa structure dorée ne passe pas inaperçue. En plein centre de l'agglomération de Cergy-Pontoise, le Théâtre 95 attire l'œil. Après plus d'1 an et demi de travaux, le théâtre a fait peau neuve. Une architecture résolument moderne, une salle de spectacle plus grande, mais surtout un théâtre en plein cœur de la ville et d'un nouveau quartier en pleine mutation. Une place centrale dans la cité, revendiqué par son directeur. Les Grecs ont inventé le théâtre, c'était un lieu de débat, un lieu de démocratie, c'est là qu'on comprenait le monde dans lequel on vivait, c'est là qu'on comprenait son rapport au monde, et c'est important que les lieux ne soient pas que des lieux commerciaux ou que des lieux utilitaires, mais aussi des lieux d'imaginaire, des lieux d'utopie, des lieux de rêve, parce que l'homme a besoin de ça dans sa vie. L'autre particularité du Théâtre 95 se trouve à l'intérieur. Ce théâtre est avant tout un lieu de création. La scène est conventionnée pour l'aide aux écritures contemporaines. Son directeur, Joël Dragutin, est aussi auteur et metteur en scène. Une triple casquette qui lui convient parfaitement. Souvent, la fin de l'écriture, c'est la mise en scène, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je suis plutôt un metteur en scène au départ qui écrit, ou un comédien metteur en scène qui écrit, qu'un auteur au sens classique du terme. Donc en fait, le travail d'écriture se termine souvent avec les acteurs et se termine sur le plateau, quoi. Sur le plateau, justement, le metteur en scène prépare sa nouvelle pièce, Une maison en Normandie. C'est la première fois que Joël Dragutin répète dans sa nouvelle salle qui permet de mettre en place de nouveaux dispositifs scéniques. Elle est modulable, donc là par exemple on est dans une scénographie frontale, donc, traditionnelle, donc là le public est de face, mais on pourrait imaginer très bien que pour que ce décor-là débouche sur une deuxième face de l'autre côté, voire même sur 4 faces. On voit par exemple ici qu'il y a des tiroirs, vous voyez, on le voit un petit peu ici, on peut les déplier aussi. Donc en fait on peut déplier 4 côtés avec une scène centrale. Là on est dans une scénographie traditionnelle, frontale. Au programme cet après-midi, le metteur en scène règle les derniers détails de sa pièce. Répétition pour les 9 comédiens avant la première, dans quelques heures. Alors cette maison, qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qui ressort de vos débats ? Il s'agit là d'une répétition, ce qu'on appelle une italienne, c'est-à-dire qu'en fait, il travaille pour la voix et il travaille pour la mémoire. Donc c'est juste quelques heures avant de jouer pour se remémorer le texte, s'échauffer la voix et puis la mémoire, quoi. Attends, mais il y en a peut-être pour de la thune, ça réglerait tes problèmes de travaux, les droits de succession. Dans la dernière pièce de Joël Dragutin, Une maison en Normandie, 8 amis se retrouvent le temps d'un week-end dans une maison dont a hérité l'un des protagonistes. Pendant 2 jours, ces personnages vont réfléchir à la destination de cette maison. Une occasion pour Joël Dragutin de réfléchir sur notre époque et sur les conditions du vivre ensemble. C'est à cette occasion que nous avons repris contact et puis Denis nous a invités pour ce week-end. C'est un regard assez concret, lucide quoi, sur le monde aujourd'hui, qui est traversé par différents courants, quoi. Un courant individualiste, une difficulté à croire en l'amour, une difficulté à s'engager. Mais parce que ces gens-là ont vécu pendant
quasiment depuis leur naissance, dans un monde très libéral, très consumériste, et où on les a éduqués comme ça, quoi. Donc en fait, voilà, ils souffrent à la fois d'un manque de vivre ensemble, et en même temps, ils sont partagés comme ça entre est-ce qu'il faut mieux rester seul, ou est-ce qu'il vaut mieux réfléchir à plusieurs, à trouver quelque chose qui correspond à un sens, qui donnera du sens à leur vie, quoi. Un bobo aimant l'art contemporain et la randonnée pédestre qui va faire son blog. C'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est tout le monde. Ouais, mais il ne faut pas que ça devienne une addiction qui bousille ta vie de famille ou ta vie de couple. Le virtuel ne remplacera jamais le réel. Ça, cousin, c'est pas si sûr. Dans la vie, y a pas que la vraie vie. Pour les 9 comédiens de la pièce, le travail avec Joël Dragutin commence bien avant les premières répétitions. La majorité des rôles ont été écrits sur mesure. Il avait déjà une idée des personnages, mais il les a retravaillés avec nous, et surtout il a écrit la pièce en connaissant déjà son casting. Donc on sent vraiment que les personnages ont été écrits par rapport à nous, pour nous, donc ça c'est très agréable, c'est assez rare, et c'est vraiment très porteur. À la fois auteur et metteur en scène, Joël Dragutin travaille en permanence sur le texte, parfois jusqu'à la dernière minute. On a modifié du texte jusqu'à il y a encore, pas beaucoup, mais un petit peu, jusqu'à il y a 4-5 jours. C'est la possibilité qu'offre le théâtre quand on est un auteur vivant. Un texte de théâtre, c'est un texte qui est incarné, donc c'est pas de la littérature. Donc effectivement, il prend toute sa dimension et sa forme avec les acteurs, quoi. Des auteurs contemporains, le Théâtre 95 en accueille chaque année un grand nombre. Une vingtaine de spectacles sont programmés pour la saison 2012-2013. Avec sa rénovation et son agrandissement, le Théâtre 95 entend bien réussir son nouveau défi, attirer une nouvelle génération de spectateurs. D'autres artistes sont eux aussi en répétition, c'est le cas de la compagnie de théâtre rueilloise Zéphiro. Leur nouveau spectacle La Tempête, adapté de la pièce de William Shakespeare, se jouera les 15 et 16 novembre au théâtre André Malraux à Rueil-Malmaison. Plus que quelques jours pour les derniers préparatifs, une course contre la montre. Découvrez ce reportage de Patricia Larcher-Reverdy de Rueil TV. Alors là, je finalise les envois pour les programmateurs, susceptibles donc de programmer La Tempête. Après plus de 2 ans de préparation du projet, les plaquettes de La Tempête sont prêtes à être envoyées. Dans quelques semaines, Raphaël Bianciotto et sa troupe seront sur les planches pour les premières représentations. L'aboutissement d'un travail de longue haleine. Zéphiro en chiffres, c'est déjà 6 pièces de théâtre et plusieurs centaines de représentations depuis 1998. À chaque spectacle, c'est le même rituel. Après l'écriture du script vient le temps de la recherche de coproducteurs indispensables à la création. C'est le théâtre André Malraux qui joue ce rôle. Avec leur participation et les préachats d'autres salles de la région parisienne, la compagnie peut se lancer. On s'endette un peu, et puis au fur et à mesure que c'est pour ça qu'on fait la prospection, on vend le spectacle, on peut payer les dettes qu'on a faites pour pouvoir le créer. Inviter le plus de programmateurs possible est donc primordial. La vie du spectacle est en jeu. On a envoyé hier une invitation professionnelle pour tous les lieux de diffusion de toute la France entière. On a fait 3500 destinataires et je suis en train de voir qui s'est intéressé. Et il faut que le spectacle ne puisse pas jouer que 4 ou 6 fois, il faut que le spectacle puisse se produire et avoir une belle tournée. Donc on essaye de faire venir, parce que les programmateurs ils sont un peu frileux, ils veulent voir le spectacle. Donc l'idée c'est que les inviter et qu'ils se déplacent jusqu'à Rueil pour pouvoir le voir. Pendant cette dernière ligne droite, les accessoires sont livrés, les costumes finalisés et les décors fabriqués. Ça a changé les décors. Au début, on devait avoir une estrade. Je ne sais pas si tu as suivi. Ouais. Non. On devait avoir une estrade qui avait été proposée par la scénographe et tous les instruments étaient sur une estrade. Et puis on a eu le budget 8 000 €. Voilà. Donc on a tout descendu d'un étage. La particularité de ce spectacle est d'utiliser des masques en bois créés spécialement pour la mise en scène. Elsa, qui vient d'intégrer la compagnie en tant qu'assistante de production, les découvre pour la première fois. Je suis censé être Alonso, roi de Naples.
Ça va, Elsa? Je reconnais pas du tout, c'est une autre personne en fait en face. Voilà, ouais. Façonné sur mesure, le masque permet au comédien de s'oublier dans son personnage. Dès la semaine prochaine, tous les membres de la troupe se retrouveront pour les premières répétitions. Ce sera alors le début du travail avec cet accessoire. Restons dans l'univers des masques avec cette exposition qui voyage depuis 1986. En Europe, partout en France, mais aussi en Essonne, à Paray-Vieille-Poste, ce mois-ci, en octobre. La compagnie du regard basée sur Gomez-le-Châtel nous propose de voyager au temps de la Commedia dell'arte jusqu'au théâtre masqué d'aujourd'hui. À travers des costumes, des photographies et des textes historiques, suivez les étapes de la fabrication des masques de cuir avec Giuseppe Baggio de Télézone. La compagnie du regard propose une exposition sur la popularité de la commedia dell'arte, une exposition pluridisciplinaire intitulée. Une exposition qui s'appelle De la Commedia dell'arte au théâtre masqué d'aujourd'hui et qui montre à la fois les étapes de fabrication d'un masque en cuir et puis aussi des costumes, des gravures, des photographies, des dessins, puisqu'on est trois artistes sur cette exposition. Un dessinateur, un photographe et un créateur de masques. Le parcours commence par les étapes de fabrication d'un masque en cuir. Donc la première étape, c'est l'étape de la prise d'empreinte du visage du comédien ou de la comédienne, puisque chaque masque va être du sur-mesure, c'est un peu de la haute couture dans les masques. Et ensuite, on va couler dans ce négatif du plâtre et on va donc obtenir son visage en plâtre, le positif. On a donc le visage en plâtre et on va travailler en terre la forme du masque. Ces formes en terre vont nous permettre de visualiser le futur masque, puisqu'en fait, c'est l'étape de création. Voilà. Une fois qu'on a cette terre, on va tout simplement reproduire la forme qui est en terre dans le bois pour en sculpter la matrice. On voit très bien ici toutes les étapes. Le visage en plâtre, la création en terre, derrière la matrice en bois et ici le masque en cuir fini. C'est avec les masques que le comédien itinérant du XVe et XVIe siècle mettait en scène des histoires de l'actualité locale. Commedia dell'arte voulant dire comédie de l'art de l'acteur, l'art du savoir-faire. Et c'est la première fois en fait où des hommes et des femmes se retrouvaient en troupe pour vivre de leur art. L'art du jeu masqué. Et le jeu masqué de Brighel, Pantalone ou encore Harlequin se déroule dans un espace bien défini. Nous sommes devant une grande toile peinte par Frédéric Benoît qui est dans cette exposition et on comprend mieux en fait comment fonctionnait un spectacle de Commedia dell'arte. On a donc la scène qui était en extérieur, jouée sur les places publiques ou dans les rues ou devant les églises, le rideau de fond de scène ici et donc les histoires se racontaient par un canevas. Qu'est-ce que c'était qu'un canevas? C'était en fait l'enchaînement des entrées et des sorties des personnages. Et on voit très bien que, en fait, les comédiens qui ne jouaient pas, comme ici, là on voit un Pierrot et un capitaine, on voit très bien que les comédiens, quand ils ne jouaient pas, ils étaient tout simplement coulisses à vue, on va dire, et ils attendaient leur tour. Et puis quand ils devaient jouer, ils mettaient leur masque et puis ils rentraient sur la scène pour raconter leur histoire. Donc là on retrouve le peuple, Harlequin, Pantalone, le pouvoir de l'argent, et la servante non masquée, qui, elle, tirait les ficelles de l'intrigue. L'exposition agrémentée des dessins de Maurice Sand présente également les masques de création contemporaine de la compagnie du regard. De la Commedia dell'arte, théâtre masqué d'aujourd'hui, une exposition à contenu artistique, pédagogique et sociologique. Partons maintenant à la découverte d'un métier d'art. Savez-vous ce qui différencie la gravure de la ciselure? Eh bien, le graveur, lui, retire du métal là où le ciseleur vient l'imprimer en le comprimant. Démonstration avec Kriska, cette jeune femme diplômée de l'école Boulle et meilleure ouvrier de France, s'est spécialisée dans la bijouterie et exerce son talent sur Montreuil. Nathalie Tissot de TVM Est parisien a poussé les portes de son atelier.
je suis ciseleur sur métaux précieux. Je travaille l'argent et l'or. Ça fait 6 ans que je suis à mon compte, donc je fais de la création de bijoux. Mais ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je fais de la ciselure. C'est avec des tout petits outils comme des poinçons et puis on vient frapper le métal. C'est un travail assez long. Suivant les modèles de bijoux que j'ai à faire, ça peut prendre entre 3 heures pour des toutes petites pièces jusqu'à plusieurs jours. C'est vraiment le côté technique qui m'intéresse, quoi. C'est de travailler la plaque de métal avant tout. Donc après que j'en fasse du bijou ou autre chose. Et voilà. Là, ça sera découpé aussi autour et puis ça va être certainement des pendentifs ou... J'ai vraiment envie de continuer dans le domaine du bijou et aussi poursuivre dans le côté un peu objet décoratif, pièces d'orfèvrerie, toujours en pièces uniques. Peut-être qu'on va passer du coq à l'âne, mais... parce que, par exemple, pour donner l'effet brillant, enfin, là, celui-là, il est terminé. Et donc, on voit bien les mats et les brillants. Et en fait, le polissage, je le fais à la main. Je ne prends pas le tour à polir pour travailler, pour faire le poli, quoi. Et donc, en fait, j'utilise ça. C'est un brunissoir. Et je... Je sais que les clients qui m'achètent, en général, ils n'achètent pas un bijou, ils reviennent. Un autre univers maintenant, le hip-hop. Les battles se développent sur la région Île-de-France, à côté de grands événements comme le festival Juste Debout qui se tient au printemps à Bercy. D'autres petits événements voient le jour. La ville de Collégiens, en Seine-et-Marne, qui ne compte qu'un peu plus de 3000 habitants, a vu elle aussi la naissance d'un battle. L'association Padig organisait sa 2e édition ce week-end. Yves Hubstenberger de Canal Coquelicot 77 y était. Samedi à Collégiens, le Battle Back to the Street a remis le couvert pour une 2e édition. Le principe des débuts perdure, Old School et New School partagent la petite salle communale Lucien Zmuda. Le breakdance fait une place au hip-hop moins athlétique où l'on reste debout. Kyle Sun l'emporte dans la catégorie Seven to Smoke. Il faut savoir maîtriser son souffle, c'est très important et ne pas se fatiguer, pas montrer au public et au jury que voilà, on se fatigue. Il faut garder la même qualité de danse et même essayer de l'augmenter, et c'est ça qui est assez difficile. En Seven to Smoke cette année, l'ouverture sans condition des qualifications a permis à un maximum de danseurs d'être présents. Dans les autres disciplines, les équipes étaient préqualifiées. Une nouvelle catégorie vient aussi renforcer les rangs, le 2 contre 2 en New Style. Ce qu'on aimerait, c'est que le battle puisse continuer donc à perdurer, à pouvoir le faire toutes les années, vraiment que ça devienne un battle annuel et qu'on soit soutenu par la ville et Marne-et-Gondoire, et voilà quoi. On veut vraiment que Collégiens soient derrière nous, parce que là vous pouvez pas le remarquer, mais il y a beaucoup moins de collégiens que des gens de l'extérieur, donc il y a beaucoup moins de collégeois, et ce qu'on veut, c'est que ça soit vraiment un événement du village. L'équilibre n'est pas facile à trouver. Back to the Street cherche sa voie entre attraction du grand public, recherche de sponsors et préservation de l'esprit street du hip-hop. Les rencontres s'ouvrent aussi à l'international. La Tunisie et l'Algérie étaient représentées cette année. Reste à se mettre d'accord sur la dimension que doit prendre l'événement. Les gens se voient, se parlent, échangent. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Alors que quand on est dans une salle avec des milliers de personnes, bon, on en voit certaines, c'est bien, c'est cool, mais c'est trop grand, c'est pas abordable en fait. Avant un Back to the Street numéro 3, l'association Padig organisera des stages cette année en plus de ses cours pour découvrir tous les styles de la danse hip-hop.
Et pour terminer, je vous propose de rencontrer un groupe de rock parodique, j'ai nommé les Fatal Picards. Ils ont rodé leur spectacle dans les Yvelines, à Bois d'Arcy, sur la scène de l'Abri Blues. Nous les avons rencontrés quelques jours avant leur concert au Bataclan prévu le 31 octobre. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Un sujet de Johanna Soudry et Patrick Jacques de Dixmude de TV Phil 78. Moi, je suis arrivé en 2004. Le groupe, il existait depuis, on va dire, 99-2000, mais pour de vrai, sur scène depuis 2001-2002. C'est un groupe qui tournait. Voilà, quand je suis arrivé dans le groupe, ça tournait. Ça commençait à tourner bien depuis 1 an ou 2. Les Fatal Picards, un groupe qui conjugue humour et musique avec des textes engagés. Traversant différents styles musicaux, ils empruntent tantôt au punk, tantôt au reggae. En fait, il n'y a pas de style musical particulier par rapport au groupe, étant donné que disons que le cahier des charges des Fatal Picards, c'est plus de la musique humoristique. Donc en fait, après, la musique dépendra du texte choisi. Il y a des chansons un petit peu premier degré qui sont bien avec une musique un petit peu plus rock, un petit peu plus punk. Il y a des textes un petit peu plus, on va dire, sensibles ou nostalgiques, mais qui vont plus avec une orchestration un peu plus chanson française. Parlons-en de la chanson française. En 2007, les musiciens représentent l'Hexagone au concours de l'Eurovision avec L'amour à la française. Give me a rendez-vous, what is it, je l'ai cherché à toi, dans les rues, je ne suis pas venir, quand tu ne l'es plus, je ne regarde partout, where are you, my heart is bleeding, oh I miss you. Les Fatal Picards se sont produits sur la scène de l'Abri Blues à Bois d'Arcy quelques jours avant le Bataclan de Paris, le 31 octobre. Le groupe achève sa 2e année de tournée pour l'album Coming Out. Avant de sortir un nouvel opus en 2013, la scène devient alors une zone test pour de nouveaux morceaux. C'est vrai que depuis quelques temps, on essaie d'incorporer dans notre répertoire des nouvelles chansons qu'on va sortir l'année prochaine pour voir un petit peu quelle est la réaction du public, voir si celles-là on va pouvoir les exploiter scéniquement. Parce qu'on s'est rendu compte au fil du temps qu'il y a des chansons qui fonctionnent très bien en disque et moins bien sur scène, et à l'inverse c'est pareil, quoi. Donc voilà, c'est beaucoup de chansons de notre dernier album, enfin beaucoup de chansons des 3 derniers. On va piocher un peu dans le répertoire beaucoup plus vieux, mais de manière un petit peu plus anecdotique. Et puis quelques nouvelles chansons, quelques nouveaux titres, voilà, qu'on commence à jouer, donc qui sont frais, mais qui sont peut-être pas aussi carrés que les trucs qu'on joue depuis 10 ans, quoi, c'est sûr. Cette édition du Grand Paris Culture s'achève. Merci de nous avoir suivis. Les rédactions des télévisions locales et moi-même vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, la suite des programmes sur Télif.